Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est un peu à part, ça n'est pas une vidéo de présentation de mon portefeuille, de son évolution, on y reviendra dans les suivantes. Mais là, je souhaitais parler de frugalisme, et en particulier pourquoi consommer moins peut vous enrichir. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'assainir mes finances et désormais de mettre quand même des montants conséquents de côté. Et donc je souhaitais en parler parce que je trouve qu'il y a pas mal d'éléments qui sonnent un peu faux sur le frugalisme ou qui sont rattachés au frugalisme, comme par exemple la notion de privation. Et moi je le vis pas du tout de cette façon. Donc j'ai préparé une petite présentation et on va rentrer là dans le vif du sujet. Alors, en premier lieu, on parle beaucoup d'augmenter son salaire. Donc effectivement, trouver un revenu complémentaire, c'est l'idéal, ça permet d'investir doublement, de faire encore plus fructifier son argent. Donc c'est très important en effet, mais je pense qu'en premier lieu, il y a un levier encore plus simple à activer, qui est plus immédiat et qui est accessible à presque tout le monde, c'est arrêter d'acheter n'importe quoi. Pas arrêter de vivre, pas compter chaque centime, j'y reviendrai ensuite, hein, mais vraiment apprendre à distinguer ce qui améliore réellement notre vie de ce qui ne fait que finalement vider notre compte bancaire progressivement. Et ça, c'est pas un jugement, hein, je ne juge pas vos postes de dépenses, je me permettrai pas de faire ça, mais simplement quelqu'un qui par exemple a ses placards déjà remplis de vêtements, d'objets en tout genre, et qui continue à acheter, il y a une question qui se pose sur l'utilité de ces achats. Il faut pas oublier que l'argent qu'on consacre à ces achats, c'est d'abord le temps qu'on a passé à travailler pour obtenir cet argent. Et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux sur cette planète. Et donc ça me semblait en tout cas moi indispensable de faire cette première démarche qui était de visualiser où allait cet argent. Et c'est là que le frugalisme devient intéressant, et c'est ce qui explique que le frugalisme, en ce qui me concerne, en tout cas dans ma conception des choses, n'est pas une histoire de privation, c'est avant tout une histoire de choix. Et donc c'est là que on confond souvent le frugalisme et la radinerie. En tout cas, j'entends souvent cette confusion. Pour moi, c'est deux choses vraiment opposées. Être radin, c'est parfois refuser de dépenser même quand la dépense aurait du sens. Et puis être frugal, c'est accepter de dépenser potentiellement même beaucoup pour certaines choses, parce qu'on sait que ça va durer longtemps, que c'est de la qualité, que c'est des choses qui nous font grandir, et presque rien pour d'autres, parce qu'on sait à l'inverse que c'est un effet marketing, ça n'aura aucune utilité dans nos vies, etc., etc. Par exemple, on peut très bien acheter une paire de chaussures de qualité à 120 € parce qu'on sait qu'on va la porter pendant 10 ans, et en parallèle, refuser d'acheter 5 vêtements à 10 € chacun, dont on sait qu'on n'a pas réellement besoin. Et surtout qui appartiennent maintenant au domaine de la fast fashion et qui durent de moins en moins longtemps. Donc le frugalisme pour moi consiste plutôt à se poser cette question: qu'est-ce que cette dépense apporte réellement à ma vie? Et ça va permettre d'éviter l'accumulation des petites dépenses. C'est vraiment un problème financier que je rencontre très souvent autour de moi, chez beaucoup de personnes. C'est généralement pas des situations compliquées qui sont liées à une dépense spectaculaire. C'est plutôt des dizaines de décisions minuscules. Et on le voit quand ces personnes commencent à assainir leurs finances. Généralement, elles commencent à regarder tous leurs relevés bancaires, à vraiment regarder de façon rigoureuse toutes leurs dépenses mensuelles, à faire un état des lieux. Et là, elles se rendent compte que ça part dans tous les sens, et notamment pour des choses, des souscriptions, etc., qu'elles ne savaient même plus qu'elles avaient. Et donc c'est ces dizaines de décisions minuscules qui permettent généralement de générer quand même pas mal d'économies. Et puis à côté de ça, donc il y a les abonnements, il y a les dépenses récurrentes en fait, les abonnements qu'on utilise à peine, etc. Et puis il y a toutes les choses dont on n'a pas besoin. Un vêtement parce que l'effet marketing, il est joli, il est en promotion. Un vêtement même sur Vinted parce que ça reste de l'occasion, donc ça déculpabilise. Un objet de décoration, mais on en a plein. On a plein de vases, de tableaux, ça sert à rien. Un gadget, une commande en ligne faite par ennui, puis une deuxième, etc. Et donc, en fait, pris séparément, ça représente 10, 15, 20, 30 €. Ça paraît insignifiant, mais pris ensemble,
on a souvent affaire à des centaines d'euros de dépenses superflues par mois. Et par exemple, 200 euros de dépenses superflues par mois, ça représente 2400 euros par an. Sur 10 ans, ça représente 24 000 euros. Donc, et en plus, là, je ne parle que de l'argent dépensé. Parce que si on raisonne sur le fait que cet argent dépensé, donc inutilement, aurait pu être investi, le coût réel de ces achats aurait été encore supérieur. La perte, c'est finalement l'argent que vous avez dépensé à l'instant T pour ces choses inutiles, mais aussi, le gain que vous auriez réalisé si vous aviez investi cet argent. Chaque dépense possède un coût d'opportunité. C'est ça, le coût d'opportunité. Quand j'achète quelque chose, je renonce pas seulement à la somme présente sur mon compte, je renonce également à ce que cet argent aurait pu devenir. Et en l'investissant, comme on en parle sur ma chaîne, il peut devenir beaucoup plus que le dépenser en objet. Et donc c'est là que on atteint le raisonnement suivant lequel le frugalisme crée une marge. C'est probablement l'idée la plus importante que je voudrais passer dans cette vidéo. Le frugalisme permet de créer une marge. Si je gagne 2500 euros et que mon mode de vie en consomme 2400, j'ai très peu de marge de manœuvre. C'est ce que j'ai représenté ici à gauche. J'ai 100 euros de marge. Donc, une panne de voiture, une augmentation de loyer, un problème quelconque, mon budget devient immédiatement fragile. Je suis exposée. Mais si mon mode de vie nécessite 1800 euros, toujours pour le même niveau de revenu, je gagne toujours 2500 euros, la situation ici est complètement différente. Je peux me constituer une épargne de précaution. Je vais mettre tous les mois 700 euros de côté. Donc si demain j'ai, je sais pas, les pneus avant de ma voiture qui lâchent, ça va me coûter 250 euros, je peux payer cash. J'ai pas besoin de souscrire un crédit pour ce genre de dépenses qui sont des dépenses finalement courantes. Et au-delà même des dépenses courantes, je peux me constituer une épargne de précaution. Et ensuite, au-delà des dépenses courantes et de l'épargne de précaution, je peux commencer à investir. Et ça donne même une forme de sécurité mentale aussi, le fait de pouvoir absorber un imprévu et de commencer à vraiment se rendre compte qu'on peut construire son futur. Et qu'on devient de moins en moins dépendant d'un prochain salaire. Donc c'est pour ça que, pour ma part, je considère la frugalité comme un outil de liberté, bien davantage que juste une méthode pour économiser quelques euros. Je pense que dans l'esprit de beaucoup, à commencer par mes proches, c'était ça. Donc ça, c'est ce que j'ai pu leur indiquer, les a fait changer d'avis, mais c'est vrai qu'au début, leur vision de la frugalité, c'était quelque chose qui relève de l'ascétisme, de la radinerie, comme je le disais au départ. Et donc, finalement, c'est une méthode, le frugalisme, qui va permettre de ne pas tomber dans un piège, qui est l'inflation du mode de vie. Généralement, quand on a conscience de gagner plus, ou en tout cas qu'on se libère plus d'argent par le biais du frugalisme, on gagne davantage, alors on améliore légèrement les choses qui nous entourent. Ça peut être la voiture, ça peut être la garde-robe, pour beaucoup de gens c'est ça, le fait d'aller dans des restaurants, etc. Et donc on gagne plus, mais on n'est pas beaucoup plus riche parce que les dépenses sont progressées presque aussi vite. Et donc c'est l'une des raisons que j'ai pu voir pour lesquelles certaines personnes qui ont des revenus confortables ont finalement assez peu de patrimoine à mettre en face. À l'inverse, si vos revenus progressent, mais que vous conservez un niveau de dépenses plutôt stable, il y a quelque chose de très puissant qui se produit, c'est que l'écart entre les deux augmente. Donc là, c'est ce dont je parlais au début. Là, le frugalisme va permettre de rationaliser vos dépenses, d'acheter beaucoup moins de choses inutiles, et donc forcément va générer un effet de levier à la fin du mois, à revenu constant. Et là, si vos revenus en plus progressent, mais que ce niveau de dépenses reste stable, que vous continuez dans le frugalisme, et ben là, c'est la situation idéale, l'écart entre les deux augmente, et c'est cet écart qui permet de construire du patrimoine. Donc, finalement, la règle qu'on pourrait se donner, c'est acheter moins, mais mieux. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter ici avec 4 questions. La première, c'est vraiment des questions que je me pose
tout achat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Donc ça, c'est une question que je me pose de moins en moins parce que généralement, j'ai plutôt tendance maintenant à devancer l'achat, c'est-à-dire que je fais une liste des choses dont j'ai besoin sur, les mois à venir. Là, par exemple, pour l'hiver, il faut, racheter des chaussettes à moi et mon conjoint, mais c'est plus du renouvellement, en fait, de choses dont on manque. Hem, mais sinon, pour le reste, on considère qu'on a tout. Donc on n'a pas besoin d'acheter à neuf. Mais ces 4 questions, en tout cas jusqu'à récemment, étaient essentielles. La première: «Ai-je vraiment besoin de cet objet?» Et là, ce qu'on conseille de faire, généralement, c'est d'attendre, on va dire, une quinzaine de jours en laissant l'objet en question dans une wishlist ou dans votre panier. Et vous y revenez ensuite et si jamais l'objet en question était sorti de votre esprit ou vous vous rendez compte que vous en avez plus besoin, bah, c'est probablement qu'il n'était pas utile et donc vous pouvez ne pas l'acheter. Deuxième question: «Ai-je déjà un objet similaire qui remplit la même fonction?» Parce que des fois c'est ça, l'exemple de la garde-robe est frappant chez beaucoup de gens, hein, la garde-robe est pleine à craquer, mais les personnes, bah, pensent, ne pas avoir, grand-chose à porter, ou ça correspond plus à ce qu'ils veulent porter et donc c'est une versatilité qui, jointe au piège du marketing, va justifier un nouvel achat. Troisième question: «L'achèterais-je, cet objet, s'il n'était pas en promotion?» Et quatrième question, sachant que les promotions, bon, hein, les chiffres sont quand même manipulables, on peut très bien, augmenter, les prix avant les soldes et puis, ensuite pendant les soldes, les baisser et ça vous aura fait croire, qu'il y a, du bon marché alors qu'en fait, bah, le prix était, identique et ça reste toujours trop cher pour la qualité que c'est généralement. Et quatrième question: «Cet objet améliorera-t-il ma vie dans 6 mois?» Ça, c'est vraiment la question primordiale: «Qu'est-ce que cet objet va m'apporter?» Heu, donc ça, c'est pour la question des objets. Maintenant, on peut raisonner de la même façon pour les expériences de vie. Même si, là, moi, je suis beaucoup moins, comment dire? Regardante, notamment, j'en parlerai plus tard, mais sur les voyages, une grosse partie de ce qu'on peut, économiser, vraiment mettre de côté et je dirais même des choses qu'on a revendues dans une optique de minimalisme, hein. On avait énormément d'objets, quand on a déménagé. Et moi, j'ai fait un gros, gros travail de désencombrement. Aujourd'hui, on est, vraiment extrêmement minimaliste, et on a, que des objets qui nous servent au quotidien. On a, quelques objets de décoration, mais finalement assez peu et on les a conservés parce qu'il y a une valeur, on va dire, sentimentale. Ce sont des cadeaux ou c'est, des cadres, avec des posters qu'on a achetés en voyage. Donc il y a une dimension de souvenir là-dedans. Mais sinon, on a éliminé tout, vraiment tous nos achats impulsifs et le gain est absolument, gigantesque. Hem Et de façon assez paradoxale d'ailleurs, quand on achète moins, on apprécie souvent davantage ce qu'on a déjà. Ça, c'est vraiment pas, le moindre des intérêts, je trouve, du frugalisme. C'est que, il y a, j'accorde, comment dire? Il y a de l'agrément, en fait, dans chaque objet qui m'entoure. Heu Parce que, il y a de l'utilité ou parce que visuellement, je trouve ces objets agréables, ils correspondent à mes goûts, ils me rappellent des souvenirs. Je les vois beaucoup plus maintenant qu'avant lorsqu'ils étaient, enfouis, sous, énormément d'objets et c'est valable pour la question de la garde-robe, sujet, très, très présent chez beaucoup de gens, qui ont une garde-robe qui déborde. On estime qu'en moyenne, il me semble que c'est 153 un Français, en fait, en moyenne, possède 153 vêtements. Donc je vous laisse imaginer, hein, avec, tous les renouvellements qu'on se croit obligé de faire à chaque saison, parce que l'été démarre, il faut une robe, une nouvelle robe, les robes de l'année dernière, bon, c'est quand même, du réchauffé et cetera et puis on entasse tout ça, parce que beaucoup de gens ne pensent pas non plus à vendre, en fait. C'est vrai que maintenant avec Vinted et autres, c'est aussi très, facile et intéressant du point de vue pécunier, de vendre. Mais ça, j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Donc finalement, ici, pour moi, on en arrive au fait que le frugalisme, c'est pas une course finalement à faire des économies, c'est pas, comment dire? L'argent doit aussi servir à vivre. Donc comme je le disais, voyager, voir ses proches, pratiquer, ses loisirs,
bien manger, etc. Tout ça, ce ne sont pas nécessairement de mauvaises dépenses. Si ça correspond à, comment dire, vos aspirations. L'objectif pour moi, c'est plutôt éliminer progressivement les dépenses qui ne nous apportent presque rien et conserver l'argent pour celles qui comptent réellement. Donc, euh, en fait, vous économisez pour gagner en liberté. C'est pour ça que je souhaite en parler sur ma chaîne parce que c'est vraiment dans le ton de ce que j'essaye de vous donner comme stratégie. Le frugalisme est un levier pour gagner en liberté. Et c'est à partir de là que je souhaite mettre en avant ce lien entre frugalité et investissement, parce que la frugalité seule, comme on l'a vu là, ne construit pas nécessairement un patrimoine, mais va permettre de libérer du capital. C'est ça l'intérêt du frugalisme. Ensuite, ce capital, vous pouvez l'affecter à tout ce qu'on a vu, donc soit une épargne de sécurité, suivant où vous en êtes aussi dans votre parcours. Donc vous l'affectez à une épargne de sécurité, progressivement à des actifs susceptibles de produire de la valeur sur le long terme. Donc c'est un mécanisme très simple. Je consomme moins de choses inutiles, je conserve davantage de mon revenu, j'investis une partie de cet écart et je laisse le temps travailler. Et donc le frugalisme devient le premier maillon d'une chaîne qui est en fait beaucoup plus longue et qui peut vous emmener beaucoup plus loin. Et ce dont je parle sur ma chaîne et les chiffres que je peux vous donner en termes de patrimoine, c'est en partie, pas que, parce qu'à côté, on a aussi évolué dans nos postes professionnels. On a tenté aussi des négociations salariales, etc. Mais ça reste un poste comme en ont beaucoup de Français. Donc il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Moi, à côté, je donne aussi des cours, donc ça fait un double revenu. C'est pas l'équivalent d'un deuxième salaire non plus. Ce qui a vraiment fait une différence pour nous, c'est le minimalisme lors de notre déménagement, le fait de vendre, vendre, vendre tout ce dont on avait parfaitement conscience que ça ne nous servait pas, et puis le frugalisme, donc vraiment sur du long terme, de conserver un niveau de vie tout à fait, comment dire, sobre, sans jamais, comment dire, tirer un trait sur les dépenses qui pour nous ont un sens, à savoir les voyages. Euh, J'en viens à la conclusion. Et je m'aperçois que j'ai pas forcément commenté cette diapo de la présentation, mais justement ici je mettais quelques photos. On a fait un voyage en Norvège, une croisière en Norvège dans les fjords récemment de 2 semaines. Enfin voilà, on fait des visites de châteaux, on est allé en Autriche, plutôt amateur de grands espaces et de notamment en mer, de croisières courtes ou longues. Tout ça, ça a un prix, mais c'est des expériences de vie qui sont tellement exceptionnelles qu'on ne rechigne pas à dépenser pour ça. Et finalement, ce qu'on épargne grâce au frugalisme, grâce à notre travail, eh bien pour nous, c'est deux choses. C'est une dépense dans les voyages et l'investissement. Voilà, c'est vraiment nos deux postes de dépense. Et donc j'en viens à la conclusion. Là, la vidéo aurait été quand même assez longue, donc il est temps de conclure. Finalement, la question que j'essaye de me poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'échanger une partie de mon argent et donc de mon temps? Encore une fois, l'argent, c'est pas juste une monnaie d'échange, c'est vraiment le temps que vous avez consacré à gagner cet argent. Et donc c'est très précieux. Est-ce que je veux échanger une partie de mon argent contre cet objet, contre ce vêtement, contre cet objet de décoration, contre cette expérience de vie? Très souvent, la réponse est non. Ça va dépendre des aspirations de chacun. Si vous êtes passionné de mode et que vous ressentez le besoin de renouveler votre garde-robe, très bien. Dans ce cas, faites. Mais à côté, vous pourriez rogner sur autre chose. Recentrer vos dépenses sur ce vers quoi vos aspirations vous mènent. Et puis essayer de trouver peut-être des trucs et astuces. Je parlais de Vinted, mais il n'y a pas que Vinted, même si moi ça m'a bien aidé et je pense que je dois être à pratiquement 500 ventes sur Vinted. Donc voilà, c'est en fait pour revenir au sujet, consommer moins, c'est pas vivre moins,
mais ça peut au contraire permettre de choisir beaucoup plus librement ce qu'on fait de son argent, de son temps, finalement de sa vie. Donc on en revient un peu au leitmotiv de la chaîne, consommer moins, investir plus et vivre mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.